Et ensuite, on avait un deuxième pipe qui vient de la raffinerie de Donge, qui est située près de Nantes, et qui nous alimente aussi. Ok. Donc on avait 2 pipes qui alimentaient en brut, donc la raffinerie, et de ce brut, nous on le raffinait pour en faire tous les dérivés de produits pétroliers. Et moi, quand il y avait un problème, quand j'étais opérateur ou chef d'équipe, quand il y avait un problème sur site et qu'on faisait appel à ces spécialistes, j'étais toujours derrière eux et je leur posais toujours des tas de questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, etc. Ouais. Donc, quelque part, avec du recul, j'ai développé une connaissance encore accrue, mais qui était de mon propre chef. Et donc c'est pareil, parce que dans mon domaine de CHSCT, donc on avait régulièrement des réunions au siège de Total, donc à la Défense, et où là donc toutes les raffineries étaient représentées du groupe et on parlait des problèmes et moi là je m'adressais directement au PDG du groupe Total et donc quand j'avais des choses à dire je le disais aussi donc. Bienvenue sur Réel. Ici, vous entendrez des conversations simples et authentiques avec des personnes inspirantes. On parle de parcours de vie, de métier, de passion, sans filtre ni script. Bonne écoute à tous. Hello à tous, bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec toi, Joël. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler de ta carrière. Tu as fait ta carrière à Total Energy et du coup on va en parler. Donc je pense que tout le monde connaît, c'est un des leaders mondiaux dans le gaz et dans le pétrole. Donc bon, tu vas nous expliquer tout ça mieux, mais du coup voilà, je voulais revenir sur sur ton parcours et du coup commencer plutôt depuis le début. Est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as fait à la base? Du coup, au départ, à la base, je n'étais pas du tout prédestiné à rentrer dans un groupe comme Total, qui est un groupe énergétique. Au départ, j'ai commencé par des études d'électromécanicien, donc j'ai fait un CAP d'électromécanicien. Et puis donc suite à cela, j'ai voulu rentrer dans l'aéronautique navale puisque c'est un domaine qui me parlait beaucoup et dont j'adorais. Et donc j'ai fait une demande pour entrer dans l'aéronautique navale et j'ai fait des études de mécanicien d'aéronautique. Donc du coup j'ai fait mes études de marin du côté de Kerqueville en Normandie. Et suite à ça, je suis parti donc sur Rochefort où là j'ai passé mes diplômes de mécanicien d'aéronautique. Ok. Et je suis resté donc, j'étais engagé donc et j'ai fait 3-4 ans dans l'aéronautique navale. Donc suite à ça, le côté militaire un petit peu me dérangeait. Donc je me disais à l'époque, j'avais 17 ans, 18 ans. Donc il y avait des gens qui étaient pas très intéressants, on va dire. Et puis ce côté militaire qui m'exaspérait un peu. Et donc je m'étais dit dans le civil, on va retrouver moins ce genre de personnes, ce genre de mentalité autoritaire, cette mentalité, etc. Je pensais que les gens étaient mieux sous tout rapport dans le civil que dans l'armée, quoi. Ok. Donc là-dessus, j'ai décidé d'arrêter. Et mais avant d'en arriver là, mon optique c'était suite à ces études de mécanicien d'aéronautique, je voulais rentrer comme pilote d'hélico, puisque à la base aussi dans cette période-là, je faisais beaucoup de montagnes et dans ma tête, c'était de terminer après ma carrière militaire en tant que pilote d'hélico, d'aller dans la sécurité civile et d'exercer du secours en montagne en hélico, quoi. Et donc on m'a fait comprendre que l'armée n'était pas là pour former des gens et puis les voir partir ensuite. Donc du coup, si je voulais être pilote d'hélico, il fallait que je re-signe un engagement de 10 ans. Donc je me voyais pas sur le plan militaire, encore une fois, faire 10 ans de plus, quoi. Et du coup, voilà, j'ai quitté l'armée. Enfin, j'ai voulu rentrer dans des groupes comme Dassault, etc., Safran, qui sont Air France. Et malheureusement, donc je n'ai pas eu, au vu des entretiens que j'ai pu avoir, je n'avais pas assez d'expérience ou j'avais pas travaillé sur tel type de moteur, etc. Donc souvent, j'avais des portes qui se fermaient dans le domaine de l'aéronautique. Et à ce moment-là, donc j'avais mon papa qui travaillait donc chez Elf à l'époque, parce qu'avant d'être Total Energy, on était groupe Elf.
Et donc il m'a dit, moi si ça t'intéresse, je te fais rentrer chez Elf. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas, parce que autant faire quelque chose de sa vie, quoi. Hein, donc mais rien à voir avec avec le. Mais rien à voir. Donc du coup, j'ai commencé à rentrer dans le groupe Elf et je suis parti aux expéditions de produits pétroliers. Donc là, c'est pareil, on a eu beaucoup de formations internes, etc. Et mon but par la suite, parce que les expéditions, c'est un peu la dernière roue du carrosse, quoi. On reçoit le produit fini qui a été raffiné dans les installations, et nous on ne fait que comment surveiller les camions qui se remplissent ou les trains, etc. Donc je trouvais, au bout d'un moment, j'avais fait un peu le tour et j'ai dit je ne me vois pas passer ma carrière là-dedans. Okay. Et puis on m'a fait comprendre que si je voulais il y avait une possibilité de descendre sur les unités où là c'était le cœur du métier du raffineur, c'est-à-dire que on voyait le pétrole brut arriver et on gérait toutes les installations pour en faire des produits finis, tout ce qui est dérivé pétrole, du gaz, du kérosène, des gazeuils, etc., des fioul lourds, du gaz, enfin tout ce qui est dérivé de produits pétroliers. Donc du coup, je suis descendu sur les unités et là, donc il s'est passé 10-12 ans où j'ai été formé à toutes les... Parce que chaque unité est un procédé bien particulier, donc on fait par exemple la distillation, j'ai tourné 2 ans à être formé, etc. Et ensuite on est autonome, on est opérateur de conduite sur ces installations. Donc 2 ans un peu de formation ou 2 ans de formation et de terrain, et puis après mais au bout de 1 an on a une aptitude à passer, donc soit on l'a pas, et donc si on l'a, donc on est opérateur de distillation par exemple. Okay. Et donc ceci est vrai. Après j'ai été opérateur chaudière, donc c'est tout ce qui sert à faire de la vapeur pour le fonctionnement de la raffinerie, etc. Donc il y a plein de postes comme ça qui ont demandé des compétences particulières. Donc à chaque fois on est envoyé on est rentré dans des écoles comme l'École nationale supérieure des pétroles et des moteurs. Et donc on passait des diplômes. Donc ça c'est pour la formation théorique. Et ensuite, on avait une formation pratique des installations, des circuits, etc., des manœuvres. Donc, on avait une deuxième aptitude à passer. Et seulement après, donc, on était déclaré apte à tenir cette installation. Donc ça a été pendant 10-12 ans, voilà. Et après, je suis passé chef d'équipe. Ok. Donc 10-12 ans plus. Est-ce que c'était plus sur le terrain, du coup, même s'il y avait... c'est que le terrain extérieur. Ouais. Donc, il y a une salle de contrôle où là, quand je suis arrivé sur les installations... Quand la première fois j'ai mis les pieds dans cette salle de contrôle, on a l'impression qu'on était dans la salle de contrôle de la NASA, quoi. C'était des écrans partout, enfin c'était impressionnant, quoi. Je me dis avant d'en arriver là, je crois qu'il y aura de l'eau sous le pont, quand même. Ouais. C'est vrai que je m'étais pas posé la question, mais ce que tu dis, c'est logique. En fait, il y a quand même vous êtes formé, etc. Il y a de l'apprentissage avant de complètement. Ouais, de faire la pratique seule. Ce qui est logique, parce que j'imagine il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc là, ces 10-12 ans, c'était en France ou t'étais plus en déplacement En France uniquement. J'ai fait toute ma carrière sur la raffinerie Total Elf à l'époque de Grand Puy, quoi, en Seine-et-Marne. Ok. Donc c'est la raffinerie qui alimente tout le bassin parisien, quoi. Ok. Alors raffinerie, c'est pourtant j'ai regardé cette semaine, mais c'est pas où il y a un gisement, c'est où vous réceptionnez ça, le produit. Tout à fait. Donc nous, la raffinerie, elle était alimentée par un pipe qui part du Havre. Donc le port autonome du Havre, donc lui recevait de tous les différents continents du brut, et ce brut était acheminé par pipe et arrivait directement à la raffinerie de Grand Puy. Et ensuite, on avait un deuxième pipe qui vient de la raffinerie de Donge, qui est située près de Nantes, et qui nous alimente aussi. Donc on avait 2 pipes qui alimentaient en brut, donc la raffinerie, et de ce brut, nous on le raffinait pour en faire tous les dérivés de produits pétroliers, quoi. Ok. Donc voilà, donc après avoir été... avant d'être chef d'équipe aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que il y a eu des restructurations et le service sécurité, donc on a un service sécurité avec des pompiers en interne,
parce que ça demande des compétences très particulières d'être pompier dans une raffinerie. Les feux d'hydrocarbures, c'est quelque chose exceptionnel, parce que quand il y a un feu qui se déclare, ça peut prendre des proportions tout de suite, et choses que ne sont pas habitués les pompiers dans le civil. Eux, c'est Oui. En général, un feu de maison ou quoi que ce soit, une voiture, c'est moins conséquent qu'un feu de bac où il y a des millions de mètres cubes de produits pétroliers. Oui, j'imagine. Et donc on a des camions, on a toute des commandes qui sont en conséquence avec des puissances d'extinction de feu que n'ont pas les pompiers dans le civil. Ok. Donc ce service a été supprimé et ça a été réparti, c'est-à-dire qu'un opérateur par la suite, donc il y avait quand même quelques personnes qui restaient dans ce service sécurité, et des opérateurs, quand ils avaient plusieurs aptitudes, on leur demandait de se former en tant que pompiers. Donc là, on est parti dans le civil pour le coup. On a passé exactement les mêmes diplômes d'aide à la personne, de secours aux victimes, etc., qu'un pompier classique. Donc on a été formé par le SDIS. On a eu nos diplômes comme les pompiers en intervention, sauf que nous après on avait une spécificité hydrocarbures, quoi. Et donc ça pareil, ça a duré plus d'1 an. Donc cette formation-là, et ensuite on est déclaré apte en tant que pompier. Donc dans une journée, quand il n'y a pas d'intervention, nous sommes opérateurs, donc on surveille les installations, on fait des manœuvres, etc. pour surveiller toutes les installations. Oui. Et si jamais il y a un incident qui se passe, on tourne notre casque et on devient pompier. Ah, vous aviez je savais pas. En fait, il y avait les deux casquettes. Vous aviez l'aptitude d'un pompier, voilà. Ok, classique. Et pareil, donc si c'était un incendie, on allait tout de suite à la caserne, on revêtait nos vêtements de pompier, on partait en intervention. Si c'est un secours à victime parce qu'une personne s'était blessée, c'est la même chose. Donc on était vraiment polyvalent au même titre qu'un pompier, mais civil, mais avec des formations encore accrues, parce que encore une fois, quand il y a des incendies d'hydrocarbures, c'est une approche complètement différente de ce que peuvent voir les pompiers civils, quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà vu un feu? Oui, j'ai déjà vu une colonne qui fait 35 mètres de haut complètement en feu, et c'est impressionnant. Il y a un rayonnement de chaleur, il y a les risques d'explosion, c'est impressionnant. Et question qui me vient un peu pas hors sujet, mais étant donné que tu avais du coup cette casquette pompier, par contre, est-ce que tu avais le droit d'intervenir comme un pompier en dehors ou pas? C'était vraiment centré sur le site. Donc après, bien sûr. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on a nos diplômes de pompier avec les recyclages nécessaires, parce que comme un pompier, par exemple, au bout d'1 an, s'il n'a pas fait de recyclage, il est plus censé, être capable. Donc nous-mêmes à la raffinerie, on avait des recyclages avec le SDIS, etc. régulièrement pour tout ce qui est intervention sur la victime, etc. Donc oui, dans le civil, après s'il y avait quoi que ce soit, on était apte à intervenir aussi. Bien sûr. Ok. Ouais, je savais pas, je m'étais pas du tout posé la question de cette double casquette. Ah ouais, non, ça a été. Après, cool. Nous, on aurait voulu que le service sécurité soit reste en place, mais bon, avec les restructurations, etc. Toujours pareil. On réduit le personnel, donc et puis on pense à une organisation autre. On s'est dit, pourquoi pas un opérateur quand il fait rien, entre guillemets. Et Elf, est-ce que c'était belge ou c'était français? Non, c'était français. C'était français. Oui. Ok. Je pense. Donc il y a eu Elf, et ensuite après on est passé par Fina, la société Fina, et ensuite on est passé par Total, et donc dernièrement ça a été, Total Fina, après ça a été Total, et là maintenant Total Énergie. Oui, ça a changé de nom à chaque fois. Ok. Tout à fait, ouais. Ok. Donc voilà. Donc après ce poste de pompier, donc j'ai passé l'aptitude de chef d'équipe. Donc là, chef d'équipe, ça veut dire que j'étais censé connaître. Alors la raffinerie, elle est en 2 secteurs. Il y a un secteur ouest et un secteur est. Et donc là, moi j'étais, donc je n'avais appris que le secteur ouest, qui était un des plus importants de la raffinerie quand même. Mm-hmm. Et donc en tant que chef d'équipe, donc je drivais toute cette partie-là. Donc et j'avais sous les ordres, donc c'était à moi de gérer les équipes, etc. Donc voilà. C'était une grande, combien de personnes, tu sais? Une quinzaine de personnes à peu près, ouais.
Ah oui, quand même. Donc t'es passé directement à une bonne équipe. C'est pour ça que d'opérateur à chef d'équipe, faut vraiment maîtriser tous les procédés, faut vraiment les phases d'arrêt, de démarrage où c'est hyper technique et puis dangereux. Donc faut vraiment maîtriser cette notion aussi de danger, de risque et de procédé. Parce que derrière, quand il y a un opérateur qui vient te voir, qui dit qu'est-ce qu'on fait, chef, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision. Ouais. Ok. Ouais, donc côté technique, côté aussi sécurité, la mémoire de tous les process. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu avais envie de devenir manager ou c'est venu juste comme ça C'était naturel. Enfin, pour moi, c'était naturel. C'était naturel. Il y avait pas de, j'ai pas eu à me forcer pour diriger qui que ce soit. Ouais. Moi, je pars du principe que, et ça, je l'ai vu sur toute ma carrière, je dirais que le management ne s'impose pas par, comment dire, par la force, par la force ou en étant sévère. Pour moi, le management, il se gère par la reconnaissance. C'est-à-dire que moi, les équipes que je drivais, mon poste, comment dire. C'est parce que il y avait de l'entente, il y avait c'est pas ça, c'est que mon poste, je le devais, enfin, les gens me savaient que j'étais compétent. Et donc, mon autorité, c'est ça, je l'asseyais, elle était légitime par ma compétence. Ok. Donc ils savaient que quand il y avait un problème, quand il y avait un incident ou quand il y avait une question technique, j'étais là et ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. Oui. Parce que moi j'ai déjà vu, quand j'étais opérateur de conduite, une nuit, j'étais de quart de nuit, j'arrivais à la raffinerie, il y a eu un gros orage et je me rappellerai, c'était mon premier jour où j'étais opérateur sur la distillation tout seul, et donc des gros orages, je sors de la salle de contrôle et j'arrive sur mon unité, un éclair mais monstrueux, et la raffinerie s'est retrouvée dans le noir, tout a déclenché. Ok. Et donc, là, moi, c'était mon premier déclenchement. J'avais les jambes qui flageolaient, je savais plus quoi faire. J'étais tétanisé, mais alors, je savais plus quoi faire. Ouais. Et je me suis retourné vers mon chef d'équipe, et lui, il était pareil. Et oui. Et là, je lui dis tétanisé, par la peur. C'est vrai que c'est toujours différent. Enfin, je peux pas m'imaginer. J'ai pas. Je dis là, on n'est pas bien quand même. Parce que si mon chef d'équipe est pas mieux que moi, quoi, et malgré son expérience, etc. Et je me suis toujours dit, donc ça, jamais je le revivrai, je l'imposerai à mes opérateurs, quoi. Donc, je me suis vraiment, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour me former techniquement et être à la hauteur de ce poste, quoi. Tu penses qu'il était pas, c'était la peur ou il manquait de technique? C'était des anciens, c'était l'ancienne génération. Avant c'était des gens qui avaient rien à voir avec le métier. Bon, un peu comme moi, sauf que moi j'étais quand même issu du technique quand même. Oui. Quelque part, mécanicien aéronautique, électricien, donc j'avais une formation technique quand même. Mais eux, non, ça n'avait strictement rien à voir. Donc, avec l'ancienneté, ils sont arrivés chez l'équipe, mais c'était pas des foudres de guerre, quoi. Ok. Sans être péjoratif. Non, ils ont monté les échelons parce que c'est comme ça. Et donc quand tout ronronnait, on va dire ça va, ils arrivaient à maîtriser, mais dès qu'il y avait des petits incidents, il y avait des gros incidents comme ça, il fallait pas trop compter dessus, quoi. Et du coup, vous avez réussi pour finir l'histoire de quand tout a été dans le noir, ça a été ou... Oui. Après, il y a des opérateurs qui sont venus m'aider, comme ils savaient que j'étais nouveau sur le poste, donc ils sont venus me prêter main forte et on a redémarré mon unité, et puis après j'ai été les aider aussi, quoi. Donc voilà. Et puis donc après ce poste de chef d'équipe, on m'a fait comprendre que ça se passait bien pour moi, que on m'a fait une proposition de si je voulais être opérateur de conduite. Donc opérateur de conduite dans la salle de contrôle, cette fameuse salle de la NASA là. Avec les écrans. Voilà. Et donc là, ça a été un sacré challenge parce que c'est une formation qui dure plus de 2 ans. Et donc avant d'être opérateur de conduite, c'est vraiment des grosses formations et puis et du stress parce que derrière une erreur d'un opérateur de conduite, ça peut avoir les gens qui sont à l'extérieur, ils peuvent le payer cash, hein, donc ça peut générer une surpression, une surtempérature, ça peut créer une explosion. Donc vraiment le cœur du métier, les procédés, il faut vraiment quelque chose ça soit maîtrisé à 100%.
Et oui, parce qu'il y a la pression, il y a quand même des vies en jeu, tout à fait. Donc, littéralement. Ouais. Donc il y a ça, il y a cette partie-là, il y a cette notion-là, et il y a cette aussi, c'est des installations qui sont truffées de sécurité, etc. Donc quand il y a une alarme qui arrive, il faut savoir quoi faire, quoi gérer, et éviter surtout des déclenchements, parce que un déclenchement, une unité qui est à l'arrêt, c'est tout de suite des centaines, des milliers d'euros, voire des millions, si on reste plusieurs heures à l'arrêt, quoi. Donc vous pensez bien, derrière les conséquences, la direction, le directeur technique arrive et qui dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc oui, le temps c'est de l'argent pour le coup. Le temps c'est de l'argent, exactement. Donc voilà, donc tout ça il faut le gérer. Et puis en plus quand on a l'aptitude, on a tout un secteur à gérer et c'est énorme pour une seule personne, quoi. Donc un opérateur de conduite, quand il y a un déclenchement, c'est des centaines et des centaines d'alarmes qui arrivent. Il faut que l'opérateur soit apte dans tout ce qui défile comme alarme, de repérer celle qui est importante, celle qui est pas importante, et prioriser, etc. ce qu'il faut faire. Ouais. Parce que derrière, encore une fois, ça peut être une surpression, une température, un échangeur qui s'écarte et c'est l'incendie tout de suite. Et donc, derrière, il y a des hommes. Donc, oui, il faut vraiment connaître comme tu dis, toutes les alarmes, toutes les conséquences, son sujet de A à Z, ce que ça implique, exactement. Ce que ça relie entre. Exactement. Ouais. Et donc tu avais 2 ans pour se former. Ouais. Ouais. Donc après, j'ai eu mon aptitude. J'ai été formé. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Il y a eu des incidents, mais bon, globalement, ça s'est bien passé. Suite à cela, donc après, dans ma carrière, j'aborde maintenant le côté Est, qui était des procédés beaucoup plus récents et tout aussi dangereux parce que derrière, à l'Est, on manipulait, par exemple, il y avait des installations où il y avait de l'acide fluorhydrique qui circulait. Donc un acide fluorhydrique, une goutte, hein, ça attaque l'os. Hein, ah oui. La personne, elle est morte. Hein, ok. Mais c'est un composant dans le pétrole ou rien à voir? Non, là, ça sert pour le procédé, pour le raffinage. On a besoin de cet HF, qu'on a acide fluorhydrique, pour faire des réactions chimiques en chaîne derrière. Ok. Donc, mais c'est simplement cet HF est là et donc voilà, hyper dangereux. Donc il y avait des procédés que je ne connaissais absolument pas, où il a fallu que je rapprenne, donc comme à l'Ouest. Sauf que là, c'était plus en tant qu'opérateur ni en tant que chef d'équipe, c'était en tant qu'opérateur de conduite. Ok. Donc là, je passais directement, c'était pour être opérateur de conduite à l'Est. Donc rebelote, encore 2 ans de formation. Donc École nationale supérieure des pétroles et des moteurs en Normandie, etc. Donc t'as fait 2 ans à l'Ouest et dès que t'as eu l'aptitude, t'as fait encore 2 ans. Voilà. Ok. Donc là, j'ai appris des procédés que je ne maîtrisais absolument pas. Donc j'ai été formé, etc. Encore avec une aptitude d'opérateur de conduite. Et cette fois-ci, donc là, j'étais aussi bien opérateur de conduite à l'Ouest qu'à l'Est. Et donc on a appelé ce poste opérateur multivalent. C'est-à-dire que quand l'opérateur de conduite à l'Ouest devait s'absenter, moi je devais être capable de le remplacer, de le gérer, et idem à l'Est. Si l'Est, l'opérateur de conduite, il devait s'absenter ou aller manger ou il y avait un incident, moi j'étais là pour prêter main forte des 2 côtés. Donc là j'avais appris, après avoir eu toutes ces aptitudes, l'ensemble de la raffinerie, je la maîtrisais. Je connaissais tous les procédés techniques, etc. Ok. Donc et c'est que en mémoire quand tu dis connaître tous les enfin j'imagine il y a tellement de choses, c'est que de la mémoire, du coup c'est que de la mémoire, oui. Ouais, faut connaître ces installations, faut connaître le numéro des vannes, faut connaître le numéro des pompes, faut connaître le numéro des échangeurs, enfin toutes les structures qui servent au raffinage. Faut connaître les procédés, les numéros, les noms. Ouais. Et c'est là, je pense que le côté technique que tu avais même enfin un peu dans tes études, mais même que tu as, je pense que ça aide parce que ça veut dire que tu comprends ce qui est relié, par exemple à telle vanne, enfin le côté technique. Oui, tout à fait. Puis, doit aider. Il y avait différents corps de métier dans la raffinerie. Il y avait des régleurs, donc c'était des spécialistes de tout ce qui est vannes pneumatiques, hydrauliques, etc. Il y avait des analyseurs, parce qu'il y a beaucoup d'analyseurs pour valider la composition des produits. Qu'est-ce qu'il y avait?
il y avait des électriciens, etc. Et moi, quand il y avait un problème, quand j'étais opérateur ou chef d'équipe, quand il y avait un problème sur site et qu'on faisait appel à ces spécialistes, j'étais toujours derrière eux et je leur posais toujours des tas de questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, etc. Oui. Donc, quelque part, avec du recul, j'ai développé une connaissance encore accrue, mais qui était de mon propre chef, c'est-à-dire que c'était pour perfectionner encore pour mieux comprendre. mieux comprendre les réactions, etc. Et donc ça, pendant des années, au bout d'un moment, on acquiert une expérience quand même. Oui. Mais tout le monde ne le faisait pas, ça. Hein. C'était mon propre chef. C'était parce que je trouvais ça hyper intéressant. Oui. De voir des gens hyper pointus et techniques dans un domaine, c'est toujours intéressant de les regarder, quoi, et puis de comprendre et de savoir. Ouais, je suis d'accord. Même dans d'autres secteurs, d'ailleurs, j'aime bien aussi comprendre ce dont je parle, enfin, ce dont sur quoi je travaille. Même si je suis pas forcément la personne la plus technique, j'aime bien comprendre aussi. Je trouve que c'est important pour. Bien sûr. Et quand il y avait des arrêts, par exemple, on avait des gros moteurs, des grosses turbines, etc. Il y avait des Allemands qui venaient, qui étaient des grosses pointures dans tout ce qui est domaine de mécanique, de machines tournantes, etc. Je les lâchais pas, je regardais comment ils faisaient, je leur posais des questions, machin, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et à la force, cette somme d'informations, etc. Ça m'aidait beaucoup. Ça m'aidait beaucoup à mieux comprendre les choses, quoi. Donc, donc voilà, quoi. Ok. Donc ouais, t'as eu l'Est et l'Ouest, enfin, t'étais en multifonction. Et ensuite, donc après avoir été opérateur, alors, donc c'est pareil, quand j'étais pompier, opérateur pompier, l'opérateur multivalent, lui, il a toujours aussi la casquette sécurité, c'est-à-dire que lui, quand il y a une alerte, il tourne son casque, il lâche la salle de contrôle et il fait partie de l'équipe d'intervention. Pompier. Ok. Voilà. Et donc, après tout ça, on m'a demandé si je voulais être chef de car, chef de poste. Donc, chef de poste, là, c'est pareil, je retournais sur le côté ouest, à mon origine. D'accord. Et donc, de là... Et c'est différent, du coup, t'étais chef d'opération, c'est ça? Alors, on appelle ça un chef de car, donc c'est un agent de maîtrise. Et donc là, j'encadrais les personnes extérieures, j'encadrais le chef d'équipe, j'encadrais tout ce qui était salle de contrôle. Donc c'est moi qui étais décisionnaire, c'est-à-dire que un incident à l'instant T, c'était à moi de le gérer. Donc là, c'est encore une casquette au-dessus, c'est vraiment la personne, un incident, tout le monde se retourne vers toi, qu'est-ce qu'on fait, chef? Ok. Donc, pas de pression. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais je me rappelle une petite anecdote, ce jour-là qui aurait pu avoir des conséquences. On était sur un compresseur d'hydrogène et il y avait une garniture qui avait lâché, donc il y avait de l'hydrogène qui partait dans l'atmosphère. Donc c'est un produit hautement explosif, hein, et donc, en tant que chef de car, j'avais pris la responsabilité de dire, vous me préparez le compresseur de secours et on bascule, etc. Donc, on l'a fait pour éviter le déclenchement, pour éviter des pertes d'argent. Mais après coup, je m'étais dit, si pendant qu'on faisait la manœuvre, la fuite d'hydrogène, ça avait explosé, j'avais 3 personnes sur le carreau, dont moi. Et donc tout ça, ça m'avait travaillé longtemps et je m'étais toujours dit, est-ce que ce jour-là, j'avais pris la bonne décision? J'ai eu de la chance. On me dit bravo Joël. Ben oui, bravo parce que ça s'est bien passé. J'ai pas déclenché l'unité, il n'y a pas eu de perte d'argent, il n'y a pas eu de blessés. Mais si ça s'était passé dans le cas contraire, il y aurait eu l'explosion avec mort d'homme. Et là, franchement, du jour au lendemain, ça a changé ma vision d'intervenir sur des incidents comme ça. Et suite après cela, j'ai plus jamais repris de risque aussi inconsidéré, quoi. Ah, tu penses que c'était pas la bonne décision de faire... Non. Non. J'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais mais faire prendre des risques avec les gens avec qui tu travailles, c'est pas possible. Après, ça reste forcément je sais que ça, mais j'ai l'impression que ça reste quand même risqué dans tous les cas, non? Oui, c'est. Mais oui, je vois. Ok. Donc oui, donc ça t'a marqué, ce qui est logique. Donc non, je m'étais dit le risque n'en valait pas la chandelle, quoi. Donc du coup, ça m'a changé un peu ma vision des choses, voilà. Et puis donc suite après, donc je suis devenu chef de car, etc. Et après, en parallèle, j'ai pris une fonction qui est la fonction de secrétaire de CHSCT.
Donc, Ok. donc là, c'est pareil. J'ai refait des formations sur tout ce qui est hygiène, sécurité. Donc, on était en charge de faire évaluer les points qui étaient accidentogènes, où il y avait un risque, où on pouvait améliorer les tâches de travail des opérateurs, etc. Enfin, il y a toute une logistique, une fonction d'analyse qui était à mettre en place. Et donc j'étais directement sous la joute enfin sous la joute non. Mon interlocuteur c'était le directeur technique, quoi. D'accord. Et donc quand on avait des réunions, parce que après c'est réglementé, tout ça, ça fait partie ça a été mis en place suite à l'explosion d'AZF. Je sais pas si tu te rappelles, à Toulouse. Non. Il y a eu une explosion du groupe Total d'ailleurs, et qui a fait plusieurs morts. Et donc suite à ça, Madame Bachelot, la ministre en charge, donc avait décidé de mettre des comités d'hygiène de sécurité. Et Ok. nous, il y a des niveaux d'exigence de sécurité en fonction des industries. Et nous, on était classés dans ce qu'on appelle Céveso, seuil haut. C'est-à-dire on est le risque le plus élevé qu'il peut y avoir dans une industrie. Et donc, suite à ça, nous, il faut qu'on se forme aussi derrière par rapport à tout ça, ces réglementations, les normes, etc. Et donc, j'ai fait ça pendant des années aussi, en parallèle de mon métier de chef de car. Ok. Alors c'était plus du coup moins sur le terrain, donc plus analytique, plus. Plus analytique, mais j'ai eu la problématique, c'est que ça, donc j'étais détaché à la journée quand j'avais ma fonction de commande secrétaire CHSCT. Mais j'étais toujours en 3-8, j'étais toujours quand même chef de car. Et quand je revenais, il fallait que je refasse un effort parce que tous les jours, il y a des consignes, il y a des modifications. Donc, faut que je me remette à la page à chaque fois pour être au courant des derniers événements, etc. Oui. Donc, il y avait une sorte de grand écart entre ma fonction de secrétaire CHSCT et de chef de car. Et puis, il y a un moment donné, Oui, ça fait beaucoup. Je dois me dire, ça fait plein de. J'arrivais à la fin de ma carrière et honnêtement, ce grand écart, c'était de plus en plus difficile. Ouais. Et puis, faut voir aussi que la vie de 3-8 de poster, c'est quand même très dur. Hein. Le matin, c'était lever 4h30, je rentrais à 14h. Quand j'étais l'après-midi, c'était 14h, 22h. Quand j'étais de nuit, c'était 22h, 6h. Enfin. Et donc, ça change tout le temps. Donc on n'est jamais calé, quoi. C'est-à-dire que ça, en fait, on fait 3 matins. Le 4e jour, c'est l'après-midi. Donc le 4e jour où je pourrais dormir le matin, j'ai mes yeux ouverts à 4h30 du matin parce que mon corps s'est habitué. Quand je suis d'après-midi, on peut rien faire. Et quand on est de nuit, je rentre le matin à 7h du matin, je me couche. J'ai pas envie de dormir, quoi. Ça dérègle, en fait. Ça dérègle complètement. Et puis, à 11h du matin, je suis réveillé. Donc, ce qui fait qu'une nuit, je dors 3 heures, quoi. Donc, quand on fait 3 nuits, après, on a 5 jours de repos. On fait 7 jours consécutifs, 5 jours de repos. Le premier jour de repos, je dors pas. Ouais. En fait, tu accumules un peu comme les infirmières qui ont un système, une dette de sommeil qui est. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que déjà, je crois que travailler de nuit, vu qu'on est fait pour être avec le soleil, on est des animaux diurnes. Déjà, travailler de nuit, je crois que ça peut avoir des conséquences, mais surtout le fait que ça change tout le temps. Tout à fait. Qui peut dérégler notre façon de sommeil, etc. Et par exemple, sur 5 jours de repos, il y a que les 2 derniers jours où vraiment on commence à se recaler, quoi. Donc, et tout ça, au bout de 35 années de travail posté, c'est éprouvant quand même. Ouais, j'imagine. Je crois que je pourrais pas. Ou en tout cas, il faudrait que ce soit réglé quand même, que j'ai des habitudes de. Et donc tu finis avec ces 2 postes complètement. Il y a eu un moment donné, donc c'est pareil, comme j'étais reconnu par mes pairs, même par le directeur technique, parce que quand il parlait de quelque chose et que moi je le contredisais, etc. Souvent il y avait un respect mutuel parce qu'il savait que j'étais hyper compétent. Et que quand je parlais d'un problème technique, je savais de quoi je causais. Donc lui aussi, c'était évident parce qu'il est directeur technique. Mais donc on s'opposait, mais il y avait toujours quelque part ce respect, etc. Et je passais pour quelqu'un qui était quand même pas facilement manipulable. Et donc quand il y avait des choses à faire passer, il fallait vraiment que ça soit carré, quoi. Donc, et même une fois où le directeur technique était absent, il y a eu le directeur qui est venu présider cette séance de CHSCT. À un moment donné, il a commencé à me rentrer dedans et
Donc je me suis levé, je lui ai dit, monsieur le directeur, je suis pas là pour me faire insulter, je suis là pour parler technique. Donc si maintenant on en est là, je quitte la séance. Donc j'ai quitté la séance. Donc évidemment, c'est remonté tout de suite au siège de Paris, chez Total, en disant une suspension de séance de CHSCT, ça c'est rarement vu. Et donc il s'est passé midi, j'ai été manger, je suis retourné à mon bureau. La secrétaire qui me rappelle à 14h me dit Joël, elle me dit le directeur demande si tu reprends. Je dis non, je reprends pas. Je dis tant que j'ai pas d'excuse du directeur, je ne reprendrai pas. Et puis donc 14h30, un coup de téléphone, Joël me dit tu peux monter dans le bureau du directeur, il veut te recevoir. Alors j'arrive dans son bureau, bon monsieur Lebal, on est parti d'un mauvais pied certes, d'accord, mais je dis bah écoutez, j'entends ce que vous me dites, mais je dis moi si on reprend la séance et vous me reparlez sur ce même ton, j'ai dit je requitte encore la séance. Du coup l'après-midi ça s'était passé. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir un respect de la personne, on n'est pas là. On est tous là pour aller dans le même sens, faire avancer, évoluer notre outil de travail. On n'est pas là pour avoir un manque de respect, quoi. Donc, quel que soit le niveau de la personne que j'avais en face, Oui, tu restais toi-même avec tes valeurs. Mais de toute façon, je crois que c'est, peu importe le secteur, je crois que ce qui est le plus dur, c'est les autres. Quand on est au travail, enfin, on a tous des personnalités différentes. Que ce soit hiérarchique ou pas, on est tous différents. On a tous notre façon de fonctionner. Et même moi, à mon niveau, je le vois, on fonctionne pas tous de la même façon. Donc faut s'adapter. C'est vrai qu'il faut vraiment s'adapter, surtout dans le monde du travail, on passe beaucoup de temps. Il y a une grande partie de notre vie où on est au travail, donc c'est des gens qu'on voit tous les jours. Et voilà, c'est vrai qu'il faut s'adapter. Mais après, je comprends, je suis un peu comme toi où je crois que peu importe qui est en face, je reste à peu près la même. Il faut rester soi-même. Il faut pas renier ses valeurs, faut pas renier qui on est. Et donc c'est pareil, parce que dans mon domaine de CHSCT, donc on avait régulièrement des réunions au siège de Total, donc à la Défense, et où là donc toutes les raffineries étaient représentées du groupe et on parlait des problèmes et moi là je m'adressais directement au PDG du groupe Total et donc quand j'avais des choses à dire je le disais aussi. Donc toutes les raffineries de France, tu veux dire? Oui. Ouais. Et puis à l'étranger aussi, donc c'était l'ensemble du groupe, quoi. Ok. Grande réunion, j'imagine. Oui, donc après, effectivement, quand on ces grandes tables avec, c'est pas évident de s'imposer et puis de prendre la parole. Enfin, c'est encore un niveau au-dessus et ça, je crois que ça m'a aidé aussi à me construire, etc. Et avoir confiance en moi, quoi. Oui, bah j'imagine. Est-ce que t'as préféré une partie dans ce que comment t'as un peu découpé entre guillemets ta carrière, c'est-à-dire les 10 premières années de terrain ou le milieu où ça te fait OSS ou plutôt à la fin où c'était de l'analytique? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as préféré ou... À partir du moment où j'étais chef de car et puis oui, et puis comme secrétaire CHSCT, parce que là j'avais vraiment l'impression que j'avais les tenants dans mes mains pour faire avancer les choses, c'est-à-dire que j'avais ma casquette de chef de car en tant qu'exploitant, mais j'avais ma casquette de secrétaire CHSCT. Secrétaire de CHSCT, c'est une personne très importante à la raffinerie dans la mesure où il y avait quelque chose qui me plaisait pas, je faisais un courrier directement et je l'envoyais au siège, quoi. Donc j'envoyais. Donc tu pouvais donc là, améliorer. je bypassais le directeur technique, je bypassais le directeur et ça se passait directement avec le siège. Ok. Donc du coup, j'avais un rôle quand même où on me respectait, on me craignait quelque part, on me passait un peu de pommade aussi. Et donc, mais quand il y avait des incidents, quand il y avait des évolutions à faire passer, des messages à faire passer, j'avais cette double casquette qui était hyper, importante. Ouais. C'est-à-dire que oui, tu pouvais, améliorer les choses avec ton côté technique et ça, si tu vois quelque chose, c'est. Voilà. Ok. Donc tu en fait, oui, tu étais plus relié au siège. Ou non, pas, enfin. Non, j'étais avant tout le dialogue, c'était censé discuter avec le directeur technique et le directeur. Donc quand il y avait un bipassage, c'est que vraiment on n'était pas du tout d'accord et qu'il fallait un arbitrage, quoi. Okay. Et donc là, quand j'ai monté au siège, je parlais de mon problème. Ah bon? Et là, du coup, quand du siège, il y avait un coup de téléphone à la raffinerie, le directeur en général n'aimait pas trop ça, quoi. Oui. Donc, mais voilà. Donc, dans l'ensemble, on va dire, le dialogue était, ça se passait au niveau du local, quoi. Ouais. Et du coup, tu disais tout à l'heure que dans le management, ce que tu aimais, c'était le fait que
enfin que tu aimais, en tout cas ça s'est passé comme ça pour toi, qu'il y a un côté légitime, que ça s'est fait naturellement. Alors, oui, il y a ce côté naturel, légitime, parce que bon, sur le plan technique, parce que chacun savait que voilà, j'avais une compétence et qu'on pouvait pas me prendre à défaut sur mon métier. Mais par contre, il y avait aussi je savais tendre la main quand c'était nécessaire. Par exemple, j'ai eu un chef d'équipe qui a eu un divorce. Et donc, il y a un moment donné, il était beaucoup moins présent, il était absent. Des fois, je l'ai couvert sur ses retards le matin. Ouais, en fait, c'était là où je voulais aller. C'est qu'est-ce que tu retenais parce que ça a l'air difficile. Moi, je manage personne, mais ça a l'air compliqué dans le sens qu'il faut trouver un équilibre. Comment tu l'as vécu justement C'est naturellement, c'est-à-dire que là, bon, plusieurs fois, je lui ai dit, bon, écoute, t'es pas bien, allez, rentre chez toi, et voilà, donc je le couvrais, ou quand il avait besoin de ça, ou parler, il y a un dialogue. On se mettait dans mon bureau, on échangeait, etc. Je lui demandais comment tu te sens, etc. J'ai eu des problèmes d'alcool, des gens qui arrivaient un peu enivrés. Je les ai accompagnés, on a discuté. J'ai fait comprendre que dans un site Seveso, c'est pas supportable d'avoir quelqu'un en état d'ébriété. Et donc, je leur donnais, je dis, tu te fais soigner, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, mais il y avait toujours un dialogue, il y avait toujours un accompagnement, etc., etc. Donc, et puis ensuite, il y avait aussi ce qu'on appelle les annotations. C'est-à-dire que une fois par an, on devait noter tous nos... le personnel. Le personnel. Donc moi, je les notais. Et d'ailleurs, j'ai revu mon directeur technique là, il n'y a pas très longtemps, on a passé une journée ensemble, il m'a dit, il dit, écoute Joël, moi il y a un truc que je voulais te dire, il dit, quand je voyais arriver toutes les notations sous mon bureau, il dit, je savais sur telle annotation, enfin bordereau de notation, je savais qui l'avait fait, c'était toi. Parce qu'il me dit, t'étais le seul à noter juste. Parce que j'hésitais pas à dire c'est bien, c'est mal. Je suis pas là pour passer de la pommade, à mes opérateurs. Par contre, je les accompagne, c'est-à-dire que quand on avait l'entretien, je leur dis voilà t'avais ça comme objectif. Je t'ai prévenu au milieu de l'année, je t'ai dit voilà attention, je t'ai fixé ça comme objectif. Là, je t'ai pas vu trop faire comme ci comme ça. Donc maintenant, je te le redis pas, je te préviens, je dis voilà, on en est là, on fait un bilan. Pour moi, tu remplis pas tes trucs. On revoit après, c'est la fin de l'année, c'est la notation. Donc, si le gars avait rectifié, très bien. S'il avait pas rectifié, qu'il me dit ouais, Joël, tu pourrais parler pour moi pour une augmentation ou évoluer dans un tel poste. Bah non, mon gars. En fait, tu t'étais plutôt factuel sur pour la vérité, ce qui est fait, ce qui est voilà. fait, ce qui est pas fait, ce qui est pas fait. Par contre, je les accompagnais aussi. Je faisais un plan d'action qui pourrait les mener soit à un poste supérieur. Et puis par contre, je savais aussi dire ça c'est bien quand il y avait eu des actions, quand il y a eu des déclenchements où l'opérateur prenait des initiatives, etc. Je savais lui dire, le mettre dans mon bureau, dire voilà, là ce que tu as fait, c'est bravo, voilà. Donc, donc je savais aussi les encourager. Et puis tout le monde savait que voilà. Donc quand tout allait bien, j'étais aussi derrière eux, quoi. Quand il y a eu, même derrière, quand il fallait parler, il y avait un problème ou quoi que ce soit, j'hésitais pas à aller voir mon chef de service pour parler pour les soutenir, etc. Ouais. Ou même quand il y a eu un incident, et que je trouvais que ce qu'on leur mettait sur le dos c'était injuste, j'étais là derrière eux pour les soutenir et puis leur dire non, attention. Donc il y avait, en plus de cette reconnaissance technique, il y avait cette reconnaissance de dire je suis juste, quoi. Ouais. Ouais, et puis le soutien. Et personne m'en a jamais voulu dans ma façon de manager. Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient dans mon équipe, ils voulaient pas partir, quoi. Oui, parce que j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est que tu les amenais, tu les tirais vers le haut. C'est-à-dire que même s'il y a de la justesse, et que même si à un moment l'objectif n'est pas rempli, tu voyais quand même au-delà de ça et tu voulais quand même les élever. Alors bon, après le souci, c'est qu'il y avait d'autres chefs de car qui étaient beaucoup moins regardants sur les notations. Donc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et donc dans ce cas-là, il y avait dans d'autres équipes, il y en a qui évoluaient plus vite alors qu'ils n'avaient pas forcément les compétences. Et donc le directeur technique, lui, comme il voyait passer tout ça sur son bureau, il savait que moi j'étais juste dans mes notations
Donc ils faisaient en sorte que certains opérateurs dans ma ligne, par rapport à d'autres, ne soient pas pénalisés avec ma notation. Ouais. Mais il en tenait quand même aussi. Ouais. Bah, surtout que vu que c'est un environnement assez dangereux, j'imagine qu'il faut quand même être juste dans quel poste occupe telle personne. C'est parce qu'on l'a vu, hein, on a vu des évolutions de jeunes qui se sont retrouvés opérateurs de conduite ou chefs d'équipe et qui étaient complètement pas du tout adaptés à ce poste-là. Ils n'avaient pas les compétences ni. Mais derrière, une fois qu'ils ont l'aptitude, faut faire avec. Ouais. Et là, on peut se retrouver comme moi j'ai vécu en tant qu'opérateur à la distillation, ce fameux. Avec ton chef qui. Mon chef qui me demande, qui était incapable de prendre une décision, quoi. Ouais. Voilà. Ah, j'imagine. Et donc ça, moi, ça m'avait quelque part, ça a été ma ligne directrice. Et j'ai dit ça, non, je veux pas vivre ça. Donc, et c'est pour ça que ma façon d'être et d'avoir été pendant toute cette carrière, ça a été. Oui, la sécurité, la compétence, savoir ça t'a drivé. Tout à fait. Alors, il y a un autre sujet qui me vient, mais je crois qu'on en avait parlé quand on s'était rencontrés, du fait que Total, et d'ailleurs j'ai écouté un podcast sur ça là cette semaine. Enfin, j'ai fait un petit tour sur le groupe Total et tout, j'ai regardé des vidéos pour voir ce que je pouvais trouver. Et je suis d'accord avec une vidéo que j'ai vue qui est partagée, mais je suis complètement d'accord avec, parce qu'apparemment Total, je pense comme les autres groupes de pétrole et gaziers, des fois se font un peu critiquer, tu sais, pour les énergies vertes, etc. Le greenwashing. Voilà. Mais je suis d'accord avec pourtant je suis pour l'écologie, hein, et je pense qu'il faut, toutes les générations doivent essayer de trouver, une énergie de transition, que ce soit le solaire, le vent, etc. Mais j'étais d'accord avec la vidéo où le mec disait que même si on critique Total, on a quand même, les gens se rendent pas compte que heureusement qu'ils sont là, parce que moi par exemple ma voiture heureusement qu'il y a de l'essence, heureusement que j'ai de l'électricité, j'ai tout ça. Donc mais je sais qu'on en avait parlé où c'est un groupe un peu comme les pétroliers qui se font critiquer, mais n'empêche les gens se rendent pas compte que déjà, j'ai regardé, c'est un de ceux qui réinvestit le plus dans l'énergie verte. Bien sûr, même si c'est un petit pourcentage, je crois que c'était moins de 10%, mais les Américains, eux, sont proches ils sont à moins de 1%, quoi, donc c'est rien. Eux, c'est plus la fracturation hydraulique, chose que, heureusement, ce n'est pas arrivé en France. C'est-à-dire que c'est interdit en France de faire de la fracturation hydraulique. Donc, on envoie une très grosse pression dans le sol, on fracture la roche pour en extraire des hydrocarbures. Sauf que ce procédé-là, ça fracture aussi les nappes phréatiques, et donc on se retrouve avec des produits, des hydrocarbures dans les nappes, avec des pollutions de nappes phréatiques. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en France, on s'était dit, ça, jamais. Et aux États-Unis, malheureusement, on voit souvent des fermiers qui ouvrent leur robinet, ils ont du gaz qui coule en même temps que l'eau. Donc il y a eu des cancers qui se sont développés suite aux fracturations hydrauliques. Donc, je savais même pas que c'était ça. Ok. Si, c'est... Et alors, je sais pas s'ils l'entendront les auditeurs, mais on est assaillis par la pluie. Je sais pas si ça s'entendra. Mais oui, pardon, et ma phrase est longue, mais ouais, on en avait parlé, mais c'est vrai que est-ce que je sais pas comment formuler ma question. Est-ce que vous en parliez en interne ou par exemple par rapport aux Américains, ou c'est pas du tout, toi c'était pas ton domaine, tu sais, de... Si, parce que moi aussi j'ai une fibre quand même un peu écologique, quoi, je veux dire. Donc, alors effectivement, on fait des hydrocarbures. Encore une fois, les normes, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que les normes de rejet environnemental ont été de plus en plus drastiques. C'est-à-dire qu'on mesure les rejets de CO2, on mesure les particules fines de poussière, mais après, etc. Donc il y a eu des choses qui ont été mises en place et qui coûtaient très cher, mais qui ont fait que la qualité de nos rejets était de plus en plus sérieuse, quoi. Donc, et de moins en moins polluante. Oui. Avant, on avait les torches. Les torches, avant, ça brûlait, ça fumait noir. Et puis les gens disent ça, mais après, tu sais, ils prennent... C'est pour ça que le gars dans la vidéo, j'étais d'accord, après, on prend tous l'avion. Moi, ma voiture, elle marche à l'essence et j'ai pas les moyens de passer en électrique. Enfin, des fois, je suis partagée entre ce que certains, c'est pas les médias, mais ce que certaines personnes disent, il faut faire tout vert. Et en même temps, ils se rendent pas compte que dans le concret, il y a aussi cette notion que beaucoup de gens pensent pas, c'est que si on n'est pas là, on n'aurait pas d'indépendance énergétique. C'est ça. C'est-à-dire qu'on dépendrait des Américains, on dépendrait des Russes. Les Russes, longtemps, on a dépendu de leur fameux gaz. Donc, maintenant, avec le conflit de Russie, les robinets ont été fermés. Heureusement qu'on a trouvé d'autres sources alternatives, etc. Et que Total était encore là en production de gaz naturel.
Ça, c'est voilà encore une non, petite... mais c'est ça, hein, les gens se rendent pas compte. Et le fait d'avoir notre propre raffinerie, d'avoir un des groupes mondiaux, leaders mondial, et qu'on arrive à produire nos propres hydrocarbures, c'est quand même un avantage, une dépendance énergétique que beaucoup de pays n'ont pas. Ouais. Ça devrait même. Moi, je pense quand même que c'est. Et je fais toujours le parallèle, c'est comme on dit, ouais, le nucléaire, ouais, c'est. Oui, d'accord, je suis d'accord que le nucléaire, c'est pas parfait. Mais demain, on ferme toutes les centrales. Ouais, on fait comment alors, on veut basculer au tout électrique, et on est déjà même pas capable, avec les centrales nucléaires, de faire face à cette demande électrique. Ouais. Donc, sur les hydrocarbures, c'est pareil. Demain, on arrête l'exploration du pétrole brut. Avec quoi on fait les plastiques? Avec quoi on fait tous nos emballages, la vaisselle. Si on regarde tout ce qui nous entoure, qui est des composés à base d'hydrocarbures. Bah oui, le monde fonctionne comme ça. Mais alors, encore une fois, je dis pas qu'il faut rester dans cet axe-là, parce que malheureusement, on voit que le sol s'appauvrit en hydrocarbures, donc à un moment donné, il faudra trouver une alternative. Et je pense que c'est comme le nucléaire, il faut passer sur des énergies vertes, mais de façon progressive. Et sur le raffinage, c'est pareil. Le raffinage diminue mécaniquement, parce que c'est comme ça. Et il faut trouver des alternatives. Donc Total a commencé, parce que maintenant ils investissent dans des panneaux photovoltaïques, ils investissent dans des éoliennes. Donc ça prend du temps, la transition. Dans du offshore, etc., etc. Donc ça prend du temps, mais ça se met en place. Donc moi je trouve qu'il ne faut pas être, drastique en étant écologique pur et dur, de dire voilà, demain on ferme le nucléaire, on ferme les hydrocarbures. Bah non, on peut pas. Parce que mais moi je pense qu'il faut rester optimiste, dans le sens où ça se trouve c'est même dans 100 ans qu'on trouvera des solutions, parce que c'est vrai qu'à un moment on est nombreux et ça va s'épuiser, mais la vidéo était c'est ça, elle était intéressante, parce qu'il disait ouais, même le solaire, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'autres groupes. Tu sais, des fois il y a par exemple Tesla qui fait un peu la course à aller sur Mars au lieu de nous sauver nous. Tu sais, ils veulent tous fuir. Mais donc je pense qu'effectivement il faut après je pense que les gens sont on est de plus en plus conscient du fait qu'on nous dit oui, il faut passer à l'hybride, il faut passer à l'électrique et tout, mais en tout cas moi je suis consciente que je pense que c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est un peu plus nuancé que ça. Là en plus de dire en 2035 arrêt des moteurs thermiques, c'est irréalisable. Le parc de recharge électrique, il n'est même pas en place. Il manque cruellement de postes de charge. Et c'est pareil demain, quand on voit que l'impact carbone de la fabrication d'une voiture électrique, elle est beaucoup plus élevée que la fabrication d'une voiture thermique. Donc il y a un moment donné, mais c'est ça, en fait, parce qu'on a fait tellement de progrès, on a critiqué les moteurs thermiques, mais il y a eu tellement de progrès, notamment sur les moteurs diesel, etc., même les moteurs essence, que maintenant on est arrivé à un taux de pollution mais infime. Donc c'est complètement idiot de dire de 2035 on arrête le moteur thermique, alors que les voitures électriques, en termes de fabrication, les gens ne savent pas, c'est qu'en Chine, par exemple, pour produire les métaux rares qui nous servent à faire les batteries, ils sont en train de complètement défoncer les fonds marins. Ouais. Donc c'est ça en fait, même les téléphones, tu sais, tout ce qui nous entoure, quoi. Et moi la première, j'ai 2 ordi, j'ai un téléphone, j'utilise. Non mais ouais, c'est ça, c'est. Bon, c'est pour avoir ton avis, mais moi mon avis c'est ça, c'est que je suis d'accord qu'il faut une alternative dans des nouvelles énergies, mais il ne peut pas y avoir que ça. Il faut rester sur des énergies pour l'instant qui nous aident à avoir notre indépendance énergétique. Ouais. Dans le nucléaire et dans des groupes comme Total qui nous servent pour l'instant à maintenir notre raffinage à un niveau qui nous permet justement cette indépendance énergétique. Ouais. Et surtout qu'on devrait être fiers, parce que c'est quand même on concurrence quand même les gros américains, tu sais, les gros groupes et tout. Complètement. Ouais, c'est bien. Je trouve qu'à chaque fois la France dans tous les domaines a toujours quelque chose à. Par exemple, on a le nucléaire, tu sais, on a la mode, enfin ça n'a rien à voir, mais on a toujours des petits domaines où on se sort du lot. on a beaucoup de têtes pensantes en France, et malheureusement sur la recherche, etc. Et on ne sait pas les garder, ces gens-là. Donc soit ils partent en Chine, parce que là on leur fait voir un pont d'or pour que les recherches se fassent dans leur pays, ou soit aux États-Unis.
Donc c'est un peu dommage qu'on a des têtes pensantes comme ça, des valeurs sûres de demain, et on ne sait pas les garder, quoi. Ouais, Donc, ouais, ils partent. C'est vrai. c'est un peu comme les médecins, ça, qui partent, qui vont se former ailleurs, et puis alors qu'on en manque cruellement en France, quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quoi le bilan, toi, que tu fais de ta carrière? Est-ce que t'as quelque chose qui te vient? Qu'est-ce que tu en penses? Si j'avais un regret, enfin si j'en parle, je dis toujours, c'est avec du recul, j'aurais peut-être pas dû quitter l'armée aussi pour être pilote d'hélico, quoi, parce que faire du secours dans la sécurité civile en montagne, je pense que ça doit être quelque chose quand même qui t'aurait plu. Qui m'aurait plu. Ouais. Alors, peut-être, je sais pas si tu fais de l'hélico, mais peut-être prendre des... Non, parce que c'est être pilote d'hélico là, dans le civil, c'est très très cher. Les heures de pilotage sont très très chères, donc c'est hors budget pour moi. Ouais. Donc, mais bon, enfin, c'est un regret entre guillemets, quoi, parce que j'ai eu quand même une carrière exceptionnelle à la raffinerie, et puis même j'ai fini, j'aurais pu être contremaître, mais j'ai refusé ce poste-là parce que donc là c'est chapeauter carrément toute la raffinerie quand le directeur technique n'est pas là. Mais je m'étais dit à partir du moment où je serais contremaître, j'aurais pu mon indépendance de parole comme je l'avais en tant que secrétaire de CHSCT. Donc ça je voulais pas la perdre. Ouais, ok. Parce que je me suis dit si je suis contremaître, je suis sous la joue du directeur technique. Et ça, je voulais pas. Donc, oui, tu voulais quand même une liberté d'action. De parole et d'action. Ouais. Et donc, du coup, j'ai refusé mon poste de contremaître. Ok. Donc j'ai terminé avec un poste de chef de car. Bon, moi, en tout cas, je trouve que tu as une belle carrière. J'espère que ça. Oui, non, avec j'ai vraiment eu de la chance de tomber comme un groupe comme Total, enfin comme Elf jusqu'à Total Énergie. Et je me dis que demain, dans les générations qui vont venir, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui auraient entre 35 et 40 ans de métier dans une même entreprise, quoi. Non, c'est vrai que c'est pas dans notre générationnellement, c'est plus trop ça. Après, peut-être que ça dépend les métiers spécifiques, je sais pas. Peut-être que si c'est vraiment, par exemple, pour des entreprises qui durent aussi longtemps, à part les grands groupes du 440, Ouais. Non, mais par exemple, je me disais, pour arriver à ton niveau, c'est quand même, c'est parce que tu as été technique dans ce même domaine pendant longtemps. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui change tous les 2-3 ans de secteur ou quoi. Je sais pas s'il atteindra un tel niveau de compétences en changeant souvent. On est peut-être plus polyvalent. Mais là aussi, c'est de la polyvalence, parce qu'à chaque fois, c'est une remise à zéro des connaisses et d'un autre procédé. Et puis, mais c'est ce qui fait sa richesse, quoi. C'est comme Maria, donc dans son métier, elle a travaillé à la mairie de Montreux, elle est passée par tous les postes, parce qu'à chaque fois qu'elle avait fait le tour, il fallait qu'elle apprenne autre chose, donc elle changeait de service, et puis elle a fait des tas de services complètement différents à chaque fois, et c'est cette somme de services qu'elle a effectué qui a fait sa richesse et la... Oui, c'est ça, non mais c'est ça, on est riche de la polyvalence, de tout ce qu'on apprend, ça fait toujours... faut pas se cantonner, une fois qu'on a fait le tour, faut pas rester par habitude, parce que c'est vrai que c'est tellement plus simple de se dire je vais au boulot et de faire quelque chose que je maîtrise bien, que de partir au boulot et puis de dire là aujourd'hui je vais peut-être pas tout maîtriser, là on y va avec une sorte de stress, mais quelque part c'est plus moteur, quoi. Ouais, non, moi je suis pareil, j'aime bien sortir de ma zone de confort, c'est pour ça aussi que j'essaie de changer de secteur et de postuler. Parce que c'est vrai que j'ai fait le tour et donc je me vois pas stagner plus longtemps. Non, je comprends. Parce que la vie est tellement courte qu'il faut... Ouais, c'est ça. Et puis même, en tout cas, moi, je m'ennuie après. Parce que quand tu connais un poste, pas au début, j'ai appris plein de choses, mais c'est vrai que, à force, tu le connais par cœur, quoi. C'est au bout de 2-3 ans, 4 ans, 10 ans. Donc, je pense que, mais quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine du loisir, faut toujours un peu sortir de sa zone de confort, parce que sinon, on reste étriqué dans notre vision, dans notre façon de faire, quoi. Ouais, c'est ça, on n'évolue plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite j'ai commencé ma retraite donc en 2015. Ça fait maintenant 10 ans que je suis en retraite. Et puis, on profite pleinement. On a notre façon de vivre ensemble avec Maria qui évolue aussi. Donc maintenant, on aspire à la même chose. C'est le sport, continuer le sport pour nous maintenir en forme, c'est les amis, la famille, et puis notre dernier projet, c'est un petit fourgon aménagé qui va nous permettre d'aller faire de l'itinérant et de voyager, de découvrir la France, quoi. Oh, mais c'est trop bien. Voilà. Des globetrotters. Des globetrotters, tout à fait.
Vous avez bien raison en tout cas. Bon, je te remercie beaucoup, Joël, pour cet échange. Merci écoute, pour ton temps. Merci à toi. Avec grand plaisir. J'espère que ça plaira aux auditeurs. Je vous laisse mettre des commentaires. Je sais que c'est pas évident sur les plateformes, mais on est aussi sur YouTube, donc vous pouvez mettre des petits commentaires si vous avez aimé. Et je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Et voilà, ce podcast est déjà fini. Merci d'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.